Welcome to our last panel before lunch. I'm very excited to have Bruno Germain with us to talk to us about ZTAAS, which is Zero Trust as Service, making your Zero Trust Architecture ZTA journey possible. Bruno is a solution architect with Zscaler. And he's covering large Canadian enterprises, provincial, and federal government for Zscaler. For 2008, he worked on the development of standard for visual networks, MIM, SPB, and virtual routers, and joined the NIRSA team in 2012, introducing software-defined networking, which is SDN, to North America enterprises, which will I'm not going to get it. Revolutionize, I did, the way we design network services and enable new approaches to secure data centers. Since 2014, he has been implementing Zero Trust architecture and was able to work and present jointly with John Kindervarg on the subject. He holds a large number of certification and has held position with several manufacturer, carrier, and more recently at Google to develop and implement innovating solution here and abroad. So, without further ado, Sir Germain, all yours. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend bien, ça va? Cool, merci. Donc, Zero Trust as a Service. Bon, on va commencer avec quelque chose d'un petit peu plus simple. Je me suis fait déjà présenter. Au niveau de la petite histoire, je dirais qu'en 2012, au moment où je travaillais avec une compagnie, Nicira, là, qui a été achetée par VMware au niveau de la virtualisation des réseaux, j'ai eu un client qui m'a donné un coup de téléphone, puis qui voulait voir si la virtualisation de réseau pouvait un jour régler un problème de Zero Trust pour eux, c'est-à-dire introduire le Zero Trust. On ne savait pas à l'époque. J'avais lu les papiers comme tout le monde, mais je n'avais jamais vraiment encore déployé ou travaillé sur du Zero Trust. Donc, ça remonte à 2012. On s'est attablé, on a fait ça. Puis, depuis ce temps-là, je suis convaincu que c'est l'architecture où on devrait aller, c'est-à-dire que c'est l'architecture de référence qui va nous permettre de dépasser la notion de périmètre, puis qui va nous permettre de les ouvrir, puis d'aller à un nouveau niveau au niveau sécurité. Donc, comme vous, je viens exactement du même genre de bagage, c'est-à-dire packet filter, firewall, proxy et tout. Aujourd'hui, je vais essayer de vous introduire, à partir de l'expérience que j'ai eue, comment on pourrait tranquillement s'en aller vers du Zero Trust. La première chose que j'aimerais faire avec vous, c'est une analogie. Puis l'analogie est au niveau de la nourriture. Donc, si autrefois, si on remonte, mettons, il y a 40-50 ans, pour produire de la nourriture, en tout cas au Québec, c'était pas compliqué. Il fallait que tu sois fermier, ça te prenait un petit bout de terrain. Il fallait que tu aies de la machinerie, ça te prenait des outils. Évidemment, ça te prenait à un moment donné des humains, des chevaux, peu importe, la machinerie. Ça allait te prendre probablement des semences, ça te prenait des animaux. Éventuellement, tu récoltais, tu tuais tes animaux, tu salais, on packageait les choses, on faisait des conserves. Puis, à un moment donné, on avait de la nourriture. Mais on n'avait pas une très, très grande diversité de nourriture non plus. Au Québec, en tout cas, à l'époque où j'étais plus jeune, on mangeait beaucoup de viande et des patates, des choux, des carottes, mais il n'y avait pas beaucoup de choses. Je pense que j'ai vu mon premier kiwi, j'avais 20 ans. Si on compare ça à aujourd'hui, OK, puis on compare à, mettons, les épiceries qu'on voit, qu'on utilise à tous les jours, on n'a pas de lopin de terre, on n'a pas besoin de machinerie, on n'a pas besoin de produire de la nourriture. On n'a pas besoin de savoir comment ça a été conservé, quels processus ont été mis en place pour ça. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on se présente et on a accès à de la nourriture, à toutes sortes de la nourriture qu'on n'aurait même pas pensé avoir ici encore il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de gens qui sont en dessous, qui s'occupent de la stack, de la pile, qui sont des professionnels, qui font ça de manière beaucoup plus... Le bon est bon, le bon, oui, non? Le son est coupé. OK. Allô, ça, est-ce que vous entendez? Le micro. Ah, OK. Est-ce que c'est revenu? C'est pas revenu? Non.
va attendre. Vous me direz, quelqu'un me fera signe quand que ça sera revenu. Ou on peut faire ça à l'ancienne, puis je peux parler plus fort. Ça marche, ça aussi? OK, on va continuer comme ça. Donc, ce que j'essayais d'expliquer, dans le fond, à partir de ça, c'est que, dans le fond, on a de la nourriture en service. On n'y pense jamais de cette manière-là, mais ça nous a ouvert des portes pour un paquet d'autres trucs. Dans le passé, aller voir mes parents et essayer de leur dire qu'on allait manger d'autres choses que des patates puis de la viande, à peu près impossible. Aujourd'hui, si je veux devenir vegan, c'est pas un trop gros problème. Si je veux faire une diète keto, c'est pas un trop gros problème. Dans le fond, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à l'épicerie, puis je me mets à substituer des aliments, puis tranquillement, je change ma diète. C'est pas vraiment très compliqué. Puis l'autre chose que ça fait, c'est que a priori, je ne savais peut-être pas cuisiner de l'Indien, mais si ça me tente de manger de la nourriture indienne, bien, je vais finir par apprendre comment cuisiner, mais tranquillement, un mets à la fois, peut-être un aliment à la fois. Donc, si on regarde en termes d'épicerie, dans le fond, ça a démocratisé l'accès à la nourriture, puis ça a grandement amélioré notre diète. C'est-à-dire qu'avant ça, on était pris, on n'avait pas le choix de ce qu'on mangeait parce qu'on mangeait ce qu'on produisait. Tandis que là, tout à coup, ça nous permet de pivoter puis de changer notre façon de faire. On va passer vite sur l'agenda, vu qu'on a juste 30 minutes puis que j'ai perdu un petit peu de temps. Dans le fond, ce que je voulais reviser avec vous, c'est que le modèle de Zero Trust que tout le monde vous présente a grandement évolué, mais ils ont tendance à oublier que ça a évolué au cours des 12 dernières années. Ça, c'est le modèle original. Puis le modèle original de John Kindervag, dans le fond, c'était d'aller foutre un gros firewall dans le milieu de votre réseau, de passer tout le trafic dedans, puis de faire de la micro-segmentation. Dans le jargon de John, il appelait ça des MCAP. Mais l'idée, c'était de faire des plus petits périmètres avec des appareils de même nature. Okay? Puis éventuellement, peut-être un appareil de 1. Mais si vous regardez cette photo-là, okay, qui est le design original de John, il n'y a pas de notion d'usager dedans, ou très peu. Il n'y a pas de notion d'un engin qui est contextuel, qui permet d'aller valider la télémétrie. Est-ce que les conditions ont changé? Il n'y a absolument rien de ça. C'est un modèle qui est très network-centric, qui est très focusé sur l'aspect réseau, puis qui est très statique. On fait un fast-forward, puis on s'en va en 2022, bientôt 23. Non, 22. Puis je vais vous présenter l'autre modèle avec un code de couleur extrêmement compliqué à suivre. Donc, ça, c'est le modèle que NIST a fait. C'est le modèle de référence, dans le fond, que le gouvernement américain, après beaucoup de travail, a accouché, puis qui met un petit peu d'ordre de ce qu'on pourrait considérer être du Zero Trust. Donc, si vous allez à gauche ici, bien, la notion de sujet et de endpoint, bien, ça, c'est vous, l'usager, avec l'appareil qu'il utilise. Peu importe si cet appareil-là, c'est un laptop ou un téléphone ou un iPad, ça n'a pas vraiment d'importance. Il est vert parce que toutes les entreprises en ont un. Vous avez tous des personnes et vous avez tous des appareils pour vous connecter. Après ça, l'autre chose, c'est les ressources. Ça, c'est dans le fond, c'est vos applications, c'est vos données. Encore une fois, vous les avez, c'est vert. C'est à vous. Vous avez aussi normalement AD, ou en tout cas une forme de base de données avec vos usagers qui sont dedans, qui permettent de se loguer, peu importe la méthode d'authentification. Donc, est-ce que vous avez à cette heure un système qui gère la vie des identités, qui les fédère? Ça, c'est un autre aspect, c'est une autre chose. Mais a priori, au minimum, tout le monde à peu près a AD et on est capable d'aller authentifier des usagers contre AD. Donc, ça aussi, c'est en vert. J'ai mis le Endpoint Detection and Response puis le Endpoint Protection, qui sont dans le fond les logiciels qu'on va mettre sur nos appareils. Certains en ont, certains n'en ont pas. Ça donne peut-être pas toute la télémétrie voulue, mais la majorité des gens en ont une partie déjà implémentée. C'est pour ça que c'est en jaune. Les autres trucs, normalement, vous ne les avez pas. Donc, si vous voulez faire du Zero Trust, il faut absolument que vous soyez capable
d'aller faire ça, c'est-à-dire d'aller mettre en place un paquet d'autres trucs alentour, dont un engin de politique, OK, qui va recevoir de la télémétrie, parce que si vous regardez entre les deux boîtes du haut, il y a comme une loupe de feedback qui est là, donc on va continuellement monitorer les sessions, on va monitorer, Bruno qui a accès à une application ici, j'ai peut-être pas accès à cette application-là quand je suis à l'aéroport ou dans un Starbucks. Okay. Si les conditions changent, ça devrait aussi changer. Okay? Donc, il y a une boucle de feedback, de rétroaction qui est là. Puis ça, normalement, ces trucs-là, on ne les a pas. C'est pour ça qu'ils sont en rouge. D'accord? Après avoir accompagné des gens pendant presque 10 ans à essayer d'en mettre en place, là, des grandes entreprises, des gouvernements et compagnie, ce que je pourrais dire, c'est pourquoi que ça n'a pas fonctionné ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas autant, si c'est une si bonne idée de mettre du Zero Trust en place, comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus? Bon, premièrement, les manufacturiers, au cours des années, vous ont vendu que Zero Trust, c'est un produit. Achetez ma machine, achetez mon NAC, achetez mon firewall, achetez ci, et vous allez avoir du Zero Trust. C'est pas vrai. Zero Trust, c'est une architecture, c'est pas un produit. D'accord? C'est pas parce que vous avez fait de la microsegmentation ou que vous avez une règle qui fait du least privilege dans votre firewall que vous avez mis en place du Zero Trust. D'accord? L'autre truc, c'est que vous avez vu sur la page précédente, les morceaux qui étaient en rouge, il faut que vous les mettiez en place. C'est-à-dire, il faut que vous mettiez en place des engins puis une infrastructure pour supporter le Zero Trust et il faut que vous soyez capable de l'opérer puis de l'updater. Pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Le gouvernement américain commence tranquillement dans certains groupes à le faire. C'est-à-dire la solution complète, là, c'est build it. Il faut que vous la construisiez. Il n'y avait pas de manufacturier qui pouvait venir et vous dire achetez mon engin de Zero Trust. Ça ne marchait pas comme ça. Donc, ça devenait extrêmement compliqué. Puis c'est pour ça que les gens, majoritairement, ont arrêté à la microsegmentation. Ils ont fait une petite partie, mais ils n'ont jamais été jusqu'à l'engin contextuel. D'accord? Après ça, on vous demandait de comprendre vos applications. Puis pour ça, on allait vous vendre d'autres types d'applications qui allaient analyser du trafic. Puis là, vous alliez avoir le pattern de trafic des usagers sur cette application-là. Puis là, vous alliez être capable de faire vos règles de firewall dans un mode de least privilege. Mais ça, encore une fois, c'était compliqué à faire. Un coup qu'on avait cette liste-là, ces recommandations-là, bien là, il fallait aller toucher nos périmètres. Donc, on venait modifier la sécurité qu'on avait mis en place puis qu'on opérait déjà depuis quelques années, peut-être des dizaines d'années, ce qui devenait très intrusif. Puis là, les gens prenaient un petit peu panique en disant « Mais là, est-ce que vous êtes bien certain? Il faut que je modifie mes choses. Il va peut-être falloir que je déplace des applications de périmètre. » Il y avait beaucoup de résistance. Puis, finalement, bien, le Zero Trust, vu que c'est une architecture, ça demande certains concepts, il faut apprivoiser les opérations. Puis, on est des petites équipes. C'est pas facile quand on est pris jour après jour à opérer un réseau puis à le sécuriser, de dire, mais c'est parfait, demain matin, on change de modèle complètement, on change de diète, on devient tous vegan, puis on part là-dessus. Ça, c'est compliqué. Donc, comment, à travers ça, les choses ont évolué? Bien, traditionnellement, on avait nos succursales, on les connectait soit par VPN, soit par MPLS ou d'autres types de réseaux privés là, pour les amener chez nous. Puis, nos usagers, c'est un petit peu la même chose. Soit qu'ils étaient assis, dans le fond, chez nous, dans nos bureaux, ou s'ils étaient à distance, on leur donnait un moyen de se connecter. Mais ce moyen-là, les deux types de moyens qui sont là, que ce soit du MPLS, du VPN, ce que ça fait, c'est que ça amène le réseau chez le client. C'est-à-dire qu'un coup que mon laptop est connecté, puis que je suis rentré dans mon entreprise, j'ai un buffet ouvert normalement. C'est-à-dire que j'ai accès à toutes les applications parce que dans le tunnel, c'était assez compliqué d'aller mettre des règles. Fait ce qu'on faisait, c'est qu'on disait c'est parfait, on l'envoie sur un segment, mais on vient d'amener, dans le fond, l'entreprise jusque chez l'usager. Au fil des années, on a commencé à utiliser des services externes à l'entreprise. Au lieu de tout avoir chez nous, on a commencé à utiliser des services à l'extérieur, ce qui fait que la pile qui nous protégeait, elle a commencé à se complexifier. On a commencé à en mettre plus. Puis là, il y a eu d'autres applications tranquillement qu'on a commencé à utiliser, puis on s'est débarrassé de ces applications-là qui étaient dans notre centre de traitement. Donc, avant ça, on avait notre propre Office, on avait notre propre, pas Outlook, mais en tout cas le courrier. On hostait tout ça localement, on ne le fait plus. On avait nos file servers. Aujourd'hui, on va utiliser SharePoint. Tous ces trucs-là sont hostés dans le nuage. Puis on se débarrasse tranquillement de ces trucs-là chez nous. Puis,
un petit peu pour certaines entreprises qui ont commencé à moderniser puis déplacer certaines de leurs applications aussi dans le nuage, ce qui fait en sorte que les workloads, bien, on en a de moins en moins. Puis, on a une surface d'attaque qui s'est diversifiée puis qui s'est aussi un petit peu qui a changé de nature. Ce qui fait que notre fameux stack qui nous protégeait, premièrement, est mis sous pression parce qu'on passe beaucoup plus de trafic qui ne reste pas à l'intérieur, qui sort vers l'extérieur pour aller rejoindre ces endroits-là. Puis, ce qu'il nous faudrait, dans le fond, depuis la COVID, parce que les patterns de trafic ont changé, les gens se connectent directement à cette heure sur l'Internet et voudraient accéder directement à ces applications-là sans avoir à passer, encore une fois, par notre réseau corporatif. Puis, il y a une tendance aujourd'hui, tranquillement, à se débarrasser des VPN qu'on avait qui s'en allaient aux succursales pour avoir soit des accès directs à nos applications qui sont dans le cloud ou pour accéder, encore une fois, les applications qui sont restées dans le centre de traitement. Fait que tout ça fait en sorte que la belle pile, le stack qu'on avait bâti à l'entrée de notre entreprise, malheureusement, il devient un petit peu désuet ou en tout cas inutile au niveau, pas de barrer la porte, mais au moins en termes de visibilité puis de contrôle du trafic de nos usagers. Donc, je reviens maintenant à partir de ce constat-là pour dire qu'est-ce que ça a eu comme impact, ça, sur notre stack? Parce que le stack, c'est un peu comme nos patates tout à l'heure. C'est nous qui le gérons, c'est nous qui produisons tout ça, c'est qu'on on fait nos propres règles, etc. Donc, c'est très... ça demande beaucoup de temps à opérer un stack en sécurité. Ça demande du staff. Puis après ça, l'idée, c'est que notre posture de sécurité, OK, est directement reliée, dans le fond, à la grandeur de notre équipe, puis aussi à ce qu'ils savent. Donc, c'est pas tout le monde qui, comme, admettons, Netflix ou comme Uber, sont capables d'engager une armée de gens pour coder, pour vérifier, pour tester, pour implémenter des nouvelles règles, être à l'affût des nouvelles vulnérabilités. Puis pourtant, eux aussi se font hacker. Donc, notre équipe, on a beau être au gouvernement du Québec, chez Desjardins, Hydro-Québec, Cascade et compagnie, mais nos équipes ne sont pas suffisamment larges pour être capables de faire ça. Je veux dire, on est dans un mode où on a de la misère à opérer et à faire l'ingénierie. Ce qui fait en sorte que tant et aussi longtemps qu'on passe notre temps à gérer des machines, à gérer des updates, à gérer des logs, c'est difficile pour nous de changer notre diète, de passer de la viande et des patates à d'autres choses. Donc, impossible, admettons, de dire, même si j'ai Zero Trust sur mon horizon, de dire, bien, je vais être capable de me dégager puis de bouger vers un environnement Zero Trust du setup que j'ai actuellement, c'est à peu près impossible. Par contre, si Zero Trust était offert en service, de la même façon que la bouffe est offerte en service dans nos épiceries, puis que c'était un service infonuagique, c'est-à-dire qu'il y aurait moyen d'aller se connecter dessus puis de le prendre, la même équipe qui passe son temps à gérer des infrastructures, gérer des updates, gérer un paquet d'autres trucs, pourrait commencer à se focusser sur des politiques. C'est-à-dire que là, on vient de découpler l'efficacité de nos gens. D'accord? C'est qu'on est capable de prendre une personne, 2 personnes, 3 personnes, en tout cas les gens qu'on a chez nous, puis après ça, de dire, bien, c'est parfait, vous occupez plus des machines, du rack, de l'électricité et compagnie, ou des updates. Concentrez-vous à cette heure sur ce qui a de la valeur, sur les politiques d'entreprise, qui devrait faire quoi, est-ce qu'on a des extras de données, est-ce qu'on les accède de la bonne façon, est-ce que c'est les bonnes personnes, puis mettons en place à ce moment-là une diète qui est nouvelle, puis pivotons tranquillement vers un environnement Zero Trust. Donc, l'idée de le faire as a service, dans le fond, OK, souvent j'entends les gens me dire, ben là, est-ce que c'est aussi sécuritaire? Je serais curieux de savoir parmi vous, OK, combien de vos centres de traitement à vous sont ISO, certifiés ISO, sont certifiés SOC, sont certifiés, mettons, FedRAMP pour les gouvernements avec l'équivalent canadien. À peu près personne. OK? C'est très, 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 très rare. Pourtant, c'est ce type d'environnement-là que vous pouvez avoir as a service. C'est-à-dire que du moment où vous allez, pas juste chez Zscaler, vous iriez acheter un service chez Google, chez Azure ou autre, bien, tous ces environnements-là ont tous été certifiés. Fait que déjà, en partant, cette infrastructure-là est déjà beaucoup mieux en termes d'opération et de sécurité que ce que vous avez chez vous. OK? Après ça, on focus, comme je disais, sur les politiques. L'autre truc, c'est qu'on a vu qu'on avait une surface d'attaque qui s'était beaucoup diversifiée. Bien, il faut que nos politiques soient orchestrées puis qu'il faut que les points de contrôle soient distribués.
Bien, aujourd'hui, on fait ça souvent à bras, c'est-à-dire qu'on a des spécialistes Azure, on a des spécialistes Google, on a des spécialistes ci, des spécialistes ça, puis on est obligé, chacun est obligé de comprendre son petit morceau, puis bon, mais on fait tout ça, même si on met des outils d'automatisation, c'est très, très, très difficile d'orchestrer à travers tout. Tandis que là, si on a un control plane, c'est-à-dire si on a un endroit où on peut programmer des politiques, le faire de manière centralisée, puis qui est capable d'aller toucher toute ma surface où mes applications se trouvent, je viens de régler un énorme problème opérationnel. OK? Tout à coup, ça ne devient plus non plus un problème de grandeur d'équipe. Ça en prend un minimum, évidemment, mais on est capable, à partir d'une politique, si cette politique-là doit toucher 5 endroits, ça ne me prend plus 5 spécialistes. D'accord? Fait qu'on vient de régler un autre problème au niveau opérationnel. Puis l'idée, c'est que toutes ces approches-là ne sont pas intrusives sur vos périmètres actuellement. De la même façon que chez vous, vous prenez votre petit routeur que vous mettez dans le salon, peu importe ce que vous le mettez, puis qui fait du NAT en sortie, vous n'êtes pas obligé de propager vos adresses internes sur l'Internet. Ça fonctionne pourquoi? Parce que, dans le fond, il y a un mécanisme qui est là qui fait en sorte que ça fait une traduction, puis ça vient cacher votre réseau. D'accord? Donc, il y a des mécanismes comme ça qui font en sorte que, je vais vous les expliquer dans 2 secondes, que ça vient faire en sorte que on n'est plus obligé de venir modifier nos périmètres, de venir changer nos politiques actuelles. Puis ça nous permet de migrer tranquillement une application à la fois ou un service à la fois. Donc, comme je disais, je reviens un petit peu au modèle du NIST. Je fais ça rapidement. Le NIST, dans le fond, dans son modèle, dit qu'il y a différentes façons de déployer du Zero Trust. Le modèle d'en haut, dans le fond, il dit parfait, on peut déployer un agent. OK? Puis cet agent-là va nous fournir de la télémétrie, etc., va être un endroit où on peut venir mettre des politiques. Puis l'autre côté, bien, il y a un gateway qui va venir bloquer ou pas le trafic. Le modèle du bas, bien, c'est le modèle un petit peu de John Kindervag du début. C'est je mets un gateway dans le milieu, puis tout le trafic passe dans mon gateway, puis je le bloque ou je le laisse passer. Ce que Zscaler fait, c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire que dans le cas de Zscaler, il y a un agent qui est très, très, très léger. L'agent s'assure, dans le fond, de nous passer le trafic dans le nuage. OK? C'est ça sa job. Puis de s'assurer que le Endpoint Detection and Response ou le Endpoint Protection System que vous avez sur vos appareils nous donne le OK, comme quoi que cet appareil-là est sécurisé puis peut se connecter. Mais à part de ça, il ne fait rien. Puis après ça, on tombe dans l'autre modèle, c'est-à-dire qu'on a un nuage, puis vous allez venir vous connecter au nuage, puis on va venir mettre les politiques à cet endroit-là. Donc, je reprends le même modèle de NIST qui est en haut à droite, OK? Le nuage de Zscaler qui est au centre, puis on va venir greffer nos morceaux. Donc, encore une fois, tout le monde a des usagers, tout le monde a des systèmes. Checkmark. On va venir greffer à ces systèmes-là, dans le fond, un petit peu de logiciel qui ne vient pas de chez nous, là, que ce sera celui que vous voudrez, qui vient, dans le fond, certifier que cet appareil-là, cet usager-là est bon. C'est la bonne personne, mais l'appareil est suffisamment est correct, dans le fond, puis on va recevoir comme un thumbs up à propos de ça. Donc, on va aller couvrir un autre point dans l'architecture à ce niveau-là. On va venir chercher votre AD. Vous pouvez avoir encore une fois un système qui vient gérer les identités. Avec ça, qui vient les fédérer. On pourrait se connecter en SAML ou en SCIM, peu importe d'autres. Mais on vient, dans le fond, certifier que Bruno, bon, c'est la bonne personne, multifactor et tout. Fait que j'ai réglé mon problème d'usager, j'ai réglé mon problème d'appareil que j'utilise. Puis ça vous appartient. C'est pas nous qui faisons ça, mais vous l'amenez. Dans le fond, vous amenez ça à nous. De l'autre côté, bien, il va y avoir vos ressources, peu importe s'ils sont dans le nuage, dans votre centre de traitement, dans une succursale, dans une manufacture, dans le fond d'une mine, ça n'a pas vraiment d'importance. Pour nous, c'est une destination. D'accord? Puis là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'avec Nadjan, on va venir amener le trafic chez Zscaler. Pareil comme vous auriez fait dans le temps, vous passiez tout votre trafic dans votre pile. Là, on va envoyer le trafic dans le nuage. On va venir mettre un connecteur en avant de vos applications, une à la fois. Ça n'a pas besoin d'être fait tout au complet. Ce n'est pas un Big Bang. Puis, un peu comme le modem, pas le modem, mais le routeur que vous avez chez vous, ce qu'il fait, c'est dans le fond, il se connecte au nuage. Petit aparté, tous vos services qui sont publics en ce moment, vous êtes obligé de mettre un DNS, ils sont visibles. La première chose que les hackers font, ils vont aller voir le DNS, ils vont regarder vos adresses IP, puis ils vont commencer à faire des port scans, toutes sortes de trucs devant faire de la reconnaissance. Dans ce cas-ci, il n'y a rien à scanner. Parce que ce que le connecteur fait, dans le fond, c'est qu'il appelle le nuage. Il s'en va se connecter dans le nuage.
D'accord? Il n'y a pas d'adresse publique. On vient complètement d'éliminer la surface d'attaque à ce niveau-là. Puis, quand on va faire notre politique, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que si la politique est bonne, on va connecter l'usager à l'application une session à la fois, mais on fait ça dans notre nuage. On ne fait pas ça de manière publique à l'extérieur. Donc, tout ça se fait de manière sécurisée et à l'abri des regards indiscrets. Pour tous les trucs qui sont de type IoT, qui n'ont pas vraiment, qu'on ne peut pas dire, bien, il y a un usager dessus, on va aussi trouver une méthode, que ce soit par GRE, IPsec, peu importe, mais on va amener ce trafic-là chez nous aussi. Et chez nous, bien, il va y avoir une pile. Puis cette pile-là, en ce moment, je vais vous montrer quelques chiffres après, mais cette pile-là est capable de traiter des milliards de transactions. C'est pas ça le problème, parce que c'est un modèle qui est distribué. Ce pas des VM qui existent dans un nuage, c'est quelque chose qui a été codé directement Cloud Native dans le nuage. Puis, on fait du DLP, du SSL Inspection, du Threat Inspection, on fait tout ce genre de trucs-là, comme vous auriez fait probablement chez vous si vous aviez à la fois le staff et l'expertise pour le faire. On vient aussi collecter un paquet de télémétrie, parce que là, on voit tout passer. Puis ça, c'est le modèle de base de John. Il faut voir tout le trafic, il faut inspecter tout le trafic, ce qui fait qu'on a énormément d'informations qu'on peut vous redonner. C'est-à-dire que déjà, nous, il y a un système intelligent qui est derrière, qui donne des rapports, qui fournit un paquet de trucs en termes de télémétrie puis d'informations sur les sessions des usagers. Mais en plus de ça, on peut vous le relayer. Puis après ça, bien, si vous avez déjà un data lake, un CIEM, peu importe ce que vous utilisez, on peut venir vous donner ça, puis à augmenter, dans le fond, la visibilité que vous avez sur tout l'aspect logging et journalisation. Nous avons construit l'engin de politique. Donc, on va collecter la télémétrie, on va checker l'usager, etc. On va venir faire ça. Donc, vous n'avez pas à le faire, c'est nous qui le faisons. Ça fait partie de notre stack à nous. Dans le fond, vous l'achetez en service, qui était la partie tough qui faisait en sorte qu'on ne déployait pas de Zero Trust dans le passé. Et si la politique que vous avez mise est bonne, dans le fond, on connecte l'application à l'usager, comme je disais. Très simple comme modèle, mais ce que ça fait, c'est que si vous regardez en haut, on couvre tous les aspects du Zero Trust, pas juste une partie. D'accord? On vous donne un engin, puis ce que vous avez à faire, c'est que vous amenez vos morceaux et vous les connectez au réseau, au cloud, et on vous offre du Zero Trust à partir de là. Ça n'a pas besoin d'être tout fait en même temps, une application à la fois, une section d'usagers à la fois, etc. Il y a une migration très simple qui est facile à faire avec ça. On continue à regarder parce qu'encore une fois, on a besoin de la loupe de feedback. On moniteur toutes ces choses-là en continu et si les conditions changent, bien, l'usager peut aussi être privé de sa session. On a au-dessus de 150 centres de traitement dans le monde. Il y en a un ici à Montréal, Toronto, Vancouver pour le Canada. Énormément de data passe par là. Je fais ça assez rapidement. Ça, vous pouvez aller sur notre site. Le dashboard est disponible, il est public. Puis on voit régulièrement ce que les gens font. On traite par seconde au-dessus de 2 pétabytes de SSL à travers le monde. Bon, on peut le diviser par site. Là, ça fait juste des moyennes. C'est certain qu'il y a des centres de traitement qui sont plus occupés que d'autres. Mais après ça, tout ce qu'on peut faire au niveau sécurité partout dans le monde, c'est assez extraordinaire. Il n'y a rien qui scale à ce niveau-là en ce moment. Après ça, bien, il y a des gens comme moi qui sont des groupes d'architecture qui vous rencontrent, si jamais ça vous intéresse, tout ça, puis on bâtit des plans de migration avec vous sur comment partir, par où vous voulez commencer, avec quel type d'application, quel type d'usager, puis on va bâtir ces plans-là pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Fait que pour terminer, dans le fond, je reprends un petit peu la méthode que John Kindervag propose à ces gens pour débuter la journée. C'est que lui, dans le fond, ça commençait par identifier ce qu'on voulait protéger. Puis après ça, de bâtir un périmètre alentour. Bien, le périmètre, on n'a plus vraiment de besoin. C'est-à-dire que là, c'est plus une question d'application qu'on va vouloir porter, puis par lesquelles on va vouloir commencer. Fait que ça ne demande pas nécessairement de refaire le réseau, de changer son périmètre et tout. Donc, on va essayer d'éliminer la surface d'attaque. L'autre chose, les transactions, dans le fond, les flows, il faut les comprendre. Bien, à ce point-ci, vu qu'on y va une application à la fois, ce qu'on fait, c'est qu'on connecte les usagers aux applications. On peut tranquillement raffiner quel usager. Fait que ce ne sera plus des adresses IP, puis des flows, puis des ports. Ça va vraiment, on va porter notre regard plus sur quel usager va utiliser telle application, dans quel contexte, à quel moment. Puis c'est ça que nos politiques vont faire. Fait que c'est plus une question d'analyser du trafic pour arriver à protéger notre surface d'attaque. OK? Après ça, il
faut mettre en place les contrôles, ça ne change pas. Dans le fond, aller mettre nos politiques dans le cloud. OK, l'intégration, après ça, pour la télémétrie, avec tout ce que vous pouvez mettre en place. Il faut écrire nos politiques, ce qui est assez simple, parce que dans le fond, on n'a plus d'adresse IP, c'est plus basé sur ça, c'est qui est l'usager, où ce qui est, qu'est-ce qu'il fait, à quelle application. Puis c'est ça vraiment qui va être intéressant à faire, puis qui amène aussi de la valeur à l'entreprise. On le met en place. Puis on arrête de manger des patates puis de la viande. Donc, je fais ça vite parce que j'ai terminé. Puis, je suis désolé, mais j'espère que c'est intéressant. Puis, je vais rester ici en avant si des gens veulent me poser des questions. Merci. Bonne fin de journée. Bonne conférence.